Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité ce soir. Prévu au mois de février dernier, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs n'a toujours pas débuté 3 mois après. La CENI dit n'avoir reçu aucun financement de la part du gouvernement. Comment peut-on rattraper ces retards à 2 ans des élections? Faut-il déjà craindre un possible glissement? Alain Moutingou, analyste politique, sera notre invité ce soir. 24 avril 2016 à 24 avril 2026, déjà 10 ans depuis la disparition tragique du Papa Wemba sur scène à Abidjan après 50 longues années de carrière. Une véritable icône de la rumba congolaise. Focus sur son parcours hors pair à suivre à la fin de ce jour. Bonsoir à tous de partout, vous regardez la chaîne à grande vision. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, a accordé hier une audience à l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, Joachim Wawerka, au centre de ces échanges, le renforcement de la coopération parlementaire bilatérale. Une visite de courtoisie. J'étais très honoré par cette opportunité de me rendre ici pour avoir cet entretien avec l'honorable monsieur le président du Sénat. En fait, c'était la première fois que j'ai eu cette opportunité de lui parler en bilatéral. Donc, on a couvert beaucoup de choses, de choses bilatérales. Et pour moi, en tant que l'ambassadeur de Suède ici à Kinshasa, c'est important d'avoir ce contact avec tous les niveaux dans la société congolaise. Donc, au niveau du Parlement et le Sénat est aussi très intéressant et important pour nous. La Suède, notre Parlement, c'est un Parlement monocaméral, c'est-à-dire on a juste une chambre. Et pour moi, donc, alors, c'est très important d'avoir cette opportunité d'échanger avec l'honorable Monsieur le Président du Sénat. Donc, on a parlé d'échanges futurs, des échanges entre nos deux parlements qui ont déjà été effectués. Je suis très content de noter qu'il y avait quelques parlementaires congolais qui se sont rendus à Stockholm il y a quelques semaines. Maintenant, j'ai aussi proposé au Monsieur le Président du Sénat de se rendre ici à Stockholm pour une visite officielle. Je suis très content qu'il s'était bien reçu. Et donc, on va continuer de parler sur cela dans l'avenir. On n'a pas fixé une date, mais j'espère que l'esprit est là pour faire ça et comme je pense, une signe des bonnes relations entre nos deux pays. Dans l'actualité également, le chef de la MONUSCO, James Swan, est arrivé ce vendredi 24 avril 2026 à Goma, dans la province du Nord Kivu, dans le cadre d'une tournée en République démocratique du Congo, dans sa partie orientale précisément. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, qui met notamment l'accent sur le soutien à l'aspect du cessez-le-feu en vigueur, considéré comme une étape essentielle pour apaiser les tensions et favoriser un dialogue durable entre les différentes parties. Karen Kabeti. Arrivé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu sous contrôle de l'AFC M23, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, James Swan, a entamé une mission stratégique dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans un contexte de fragilité sécuritaire persistante, marqué par la relance des initiatives diplomatiques visant à consolider les cessez-le-feu entre les parties en conflit, notamment les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur le terrain, les diplomates onusiens multiplient les consultations avec les autorités locales, les responsables militaires, ainsi que les acteurs humanitaires et les représentants de la société civile. Au cœur de cette mission, le renforcement du rôle de la MONUSCO dans la protection des civils fortement exposés aux violences de groupes armés. L'organisation entend également appuyer le mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu et soutenir les efforts régionaux engagés dans la recherche d'une solution durable à la crise. S'exprimant à son arrivée, James Swan a souligné la nécessité de réunir les conditions indispensables à un suivi crédible du cessez-le-feu, notamment la cessation des actions hostiles, la liberté du mouvement du personnel onusien et la sécurisation de l'espace aérien. Par ailleurs, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs
la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Nous comptons sur la coopération de tous les belligérants pour qu'on avance rapidement dans ce sens. Cette visite intervient dans le prolongement des discussions tenues à Montreux dans le cadre du processus de paix de Doha impliquant Kinshasa, l'AFC M23 et plusieurs partenaires internationaux. Elle vise à renforcer la dynamique des désescalades et à redonner espoir aux populations affectées par les conflits. Alors que la situation humanitaire demeure préoccupante, avec des déplacements massifs de population, la MONUSCO est appelée à adapter sa réponse opérationnelle et à intensifier ses efforts pour garantir la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC. Toujours sur le plan sécuritaire, dans une offensive contre l'insécurité rebelle, la police nationale congolaise a procédé à l'interpellation de 70 présumés délinquants lors d'une opération de bouclage ciblée dans les cellules de Penga Penga, Bassimbe, au quartier Badolité, dans la commune de Lubumbashi. Deux explications de Astrid Kamango. Une opération de bouclage menée par les éléments de la police nationale congolaise a permis l'interpellation des 70 présumés délinquants dans la commune de Lubumbashi. L'intervention s'est concentrée dans 2 cellules réputées criminogènes, notamment Penga Penga et Bassembe, situées au quartier Badolite. Selon des sources sécuritaires, cette opération ciblée visait à démanteler des réseaux de banditisme urbain et à restaurer un climat de sécurité dans cette partie de la ville. Les personnes arrêtés sont soupçonnés d'être impliqués dans divers actes délictueux, notamment de vols, des agressions et d'autres formes de criminalité. Les forces de l'ordre indiquent que cette action s'inscrit dans une série d'opérations de sécurisation initiées pour lutter contre la recrudescence de l'insécurité dans certains quartiers de Lubumbashi. Les suspects interpellés seront soumis aux procédures judiciaires en vigueur afin de déterminer leur degré d'implication. La population locale, longtemps confrontée à l'insécurité dans ces zones, a salué cette initiative tout en appelant les autorités à maintenir la pression pour garantir une sécurité durable. La capitale du Kasaï central a accueilli jeudi 23 avril 2026 un atelier de 4 jours consacré à l'élaboration de la stratégie de pérennisation de projets de prévention en réponse aux violences basées sur le genre. Les travaux ont été ouverts par la ministre nationale du genre, famille et enfants en ce jour à Kananga. Sa présence traduit la volonté du gouvernement central durablement les acquis pour conserver durablement les acquis de différents programmes des luttes contre les VBG dans la Provence. Il est organisé dans la salle du barreau avec l'appui technique et financier de partenaires tels que les PNUD, l'INFPA et les COICA. Solène Toumba Mofika, notre correspondant depuis Kananga. Un atelier de 4 jours s'est ouvert ce jeudi à Kananga pour élaborer la stratégie de pérennisation des projets de prévention et de réponse holistique aux violences basées sur le genre. Les travaux sont présidés par la ministre nationale du genre, famille et enfants avec l'appui de partenaires techniques et financiers, COICA, le PNUD ainsi que l'UNFPA. Pour le PNUD, la lutte contre le VBG est indispensable aux objectifs de relèvement durable, de cohésion sociale et de consolidation de la paix, indique Étienne de Souza, représentant résident adjoint du PNUD. Cependant, vous conviendrez avec moi que comme tout projet structurant, la véritable mesure de son succès réside dans sa capacité à durer au-delà de son cycle de financement. C'est tout le sens de cet atelier qui commence aujourd'hui. Anticiper l'après-projet, consolider les acquis, identifier les acteurs porteurs et définir les mécanismes clairs d'appropriation institutionnelle et communautaire. L'objectif de l'atelier est d'éviter l'arrêt des actions après le retrait de bailleurs et confier le relais aux structures locales et communautaires, précise Micheline Ombaye Kalama, ministre nationale du genre, famille et enfants. Chers partenaires, notez que le ministère ne considère pas la fin du financement extérieur de ces projets comme une clôture, mais comme le début d'une ère nouvelle
celle de l'appropriation nationale, car la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et champion africain de la masculinité positive et de lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles en RDC. La province du Kasaï central a bénéficié de plusieurs projets pilotes de réponses holistiques au VBG. L'enjeu aujourd'hui est de capitaliser ces expériences pour construire une réponse durable pilotée par les institutions provinciales avec l'appui des communautés. Dans l'actualité également, de passage sur le plateau de la Radio France Internationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombayi, est revenu notamment sur plusieurs dossiers d'actualité dans la sphère politique congolaise, sur la question des élections en décembre 2028. Ces membres de l'Union sacrée de la nation a décrié, a dénoncé, bien sûr, a révélé l'impossibilité d'organiser les élections dans un contexte de guerre dans l'est de la RDC, où plusieurs déplacements massifs de population sont enregistrés. Je vous prie ici de le suivre dans cet extrait choisi par votre rédaction. Mais parce qu'il y a des problèmes qui cherchent des résolutions, des problèmes récurrents qui se posent, entre autres, les relations entre les provinces et l'État central, mais aussi les compétences des provinces, plus précisément l'élection des sénateurs, des gouverneurs. Ces problèmes ne peuvent pas faire l'objet de révisions. S'il faut améliorer le fonctionnement, il faut changer la Constitution parce que c'est des situations verrouillées par l'article 220 de la Constitution qui refuse d'être modifié. Cette fois-là, si nous voulons parfaire le fonctionnement des institutions provinciales et des entités territoriales décentralisées, il faut donc changer de Constitution parce qu'il n'y a pas possibilité de modifier. Si l'une des conséquences serait, par exemple, que le président se représenterait, et ça ne peut être que le choix du peuple souverain qui déciderait de modifier ou de changer sa constitution. Ce n'est pas ça le leitmotiv. Donc, il y a toutes ces choses-là qui veulent, par exemple, que nous ayons une nouvelle constitution parce que pour les améliorer, il n'y a pas moyen de modifier l'actuelle. Tant que la guerre n'est pas terminée, il est clairement notable que l'on ne peut pas aller à une élection dans les conditions d'une guerre qui a poussé 7 millions de nos compatriotes en dehors du pays, dont les obligeant ainsi à ne pas participer à l'expression libre de leur choix. Ce n'est pas un glissement, c'est un principe normal que l'on ne tienne pas les élections dans des conditions de guerre. Et comment ça se justifierait? Ici en Europe, vous avez des exemples de cela. L'Ukraine, c'est une démocratie qui n'arrive pas à tenir des élections parce qu'elle ne peut pas les tenir sous les armes. Ce ne sera même pas un scénario hors mandat parce que notre constitution le prévoit assez bien qu'à la fin de son mandat, le président de la République, lui, il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et ça ne sera pas un glissement, ça sera un fonctionnement normal des institutions. Le 4 avril 2025, la Commission électorale nationale indépendante avait publié une feuille de route pour toutes les activités en rapport avec les processus électoraux allant de 2025 à 2029. Suivant ces calendriers, les mois de février dernier était consacré au début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Déjà 3 mois se sont écoulés et toujours rien. La CENI accuse d'avoir reçu aucun financement à 2 ans des élections. Peut-on rattraper ces retards ou faut-il déjà craindre un possible glissement? Je reçois sur ce plateau pour en parler Alain Moutingwa, analyste politique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur les journalistes. Alors, s'il faut parler de la préparation des élections de décembre 2028, à part l'élaboration du calendrier, rien d'autre n'a été fait jusqu'ici. À ce jour, peut-on déjà parler du retard? Oui, bien sûr, il faut déjà constater, comme la CENI, parce qu'elle a été prévisionnelle, n'est-ce pas, dans ces activités. Elle devrait déjà commencer au mois de février, le recensement. Or, le recensement signifie qu'il faut un financement. Elle décrit dans son bilan qu'il n'a réussi jusque-là aucun financement en rapport avec ces opérations-là. Donc c'est une bonne sonnette d'alarme que la CENI vient de lancer et que le gouvernement doit vraiment tenir compte de tout cela parce que, comme vous le savez vous-même, que la date de l'année 2028, c'est une année électorale en principe et que le gouvernement devrait tout faire pour donner les moyens qu'il faut
afin que la CENI fasse la politique. Surtout que c'était ça l'objet, ayant poussé la CENI à mettre à la disposition des institutions nationales une feuille de route déjà à l'heure, à temps. Oui. Moi, je félicite d'ailleurs que la CENI soit prévisionnelle. Elle a mis à temps une feuille de route qui devrait être observée par le gouvernement. Moi, je pense qu'un gouvernement responsable devrait penser dès le début de la première année de constituer une provision, ne fût-ce que pour les élections de 2028, pour ne pas se voir déjà rattrapé par des différentes difficultés que traverse la République démocratique du Congo, qui, entre autres, la guerre, qu'il ne faut pas négliger, parce que la guerre a pris une grosse part du budget de l'État. Voilà. Beaucoup d'efforts ont été fournis dans ce sens-là, quand bien même on ne voit pas encore le bout du tunnel, c'est-à-dire la fin de la guerre, le rétablissement de la paix, mais il faut signaler que le gouvernement a mis beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour récupérer les territoires conquis, en fait de remettre une partie de la population en déplacement massif, afin que les élections de 2028 se tiennent dans de bonnes conditions et que tout le monde, on ne peut pas priver d'une catégorie de personnes, une partie de la population, d'aller aux élections. Voilà, vous étiez déjà en train de l'évoquer. La CENI accuse un manque de moyens, ce qui est certain, les moyens qui sont censés venir du gouvernement congolais. Comment expliquez-vous cette situation? Le gouvernement manque-t-il réellement de moyens ou on est là face à un problème de volonté? Oui, écoutez, la gestion, comme dans tous les domaines, passe par d'abord la volonté manifeste d'utiliser les moyens à des objectifs essayants, de respecter les budgets et la volonté de l'homme politique. C'est ça la primaire. C'est un facteur clé. Quand on n'a pas de volonté, même si on a les moyens, on risque de ne pas faire. Mais quand on a la volonté et qu'on met les moyens en place, on peut atteindre tous les objectifs. Donc là, nous ne pouvons pas négliger la volonté, nous avons aussi la mobilisation des moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre n'était pas programmée, n'était pas au rendez-vous du budget ni de l'État, ni du gouvernement, encore moins de la CENI. Ce qui signifie qu'il fallait revoir, n'est-ce pas, toute la politique de mobilisation des recettes et converger les moyens vers les secteurs clés, dont par exemple, voilà, mais la guerre ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà plusieurs budgets qui devraient prendre en compte. Effectivement, puisque la guerre ne date pas d'aujourd'hui, elle a fait longtemps. Plus elle fait longtemps, plus elle englobe tous les moyens. Il ne faut pas négliger. Parce qu'il y a beaucoup de facettes qu'on ne sait pas évoquer ici. C'est une question très importante. C'est une question très importante et très approfondie et très globalisante, complète, que la CENI aujourd'hui, elle est en train de sonner. Effectivement, une bonne sonnette d'alarme qui dit il ne faut pas m'accuser que je n'ai pas organisé les élections. Il n'est qu'un service technique dont la réussite dépend de la mobilisation des recettes mises à la disposition à elle par les gouvernements. Donc c'est de cette manière-là que vous comprenez une façon pour la CENI de s'élaver tout jugement au jour J. Effectivement, nous croyons que les élections dépendent de la CENI. Non, les élections dépendent du gouvernement qui organise les élections par les biais de la CENI qui est un organe technique. Or, lui, elle, en tant qu'organe technique, elle ne sait rien faire sans moyens. C'est pourquoi elle tire la sonnette d'alarme que je suis déjà en retard de quelques mois, de 3 mois, pour commencer mes opérations, en dépit du fait que je vous ai lancé mon programme. Mais je crains fort, puisque j'ai une date victoire d'organiser les élections en 2028, à ce rythme-ci, je crains fort que je ne sois pas en mesure de les organiser. Je ne peux pas parler de se laver les mains, c'est une question de démontrer qu'elle est aussi responsable dans les prérogatives qui lui sont dévolues. Alors, l'autre problème qui n'est pas de moindre, c'est la situation sécuritaire. Vous venez d'ailleurs de l'évoquer, qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plusieurs entités sont aujourd'hui sous occupation rebelle. Est-ce que c'est cela qui explique aujourd'hui le fait que la CENI n'ait pas été dotée des moyens suffisants pour convoquer notamment l'enrôlement, parce qu'on ne peut pas organiser l'enrôlement tant que ces zones-là sont toujours sous occupation ennemie. Écoutez, ça c'est une question complexe, c'est une question de sécurité. Quand la CENI a prévu d'organiser l'enrôlement et l'identification de la population, elle était censée de trouver chaque personne, chaque population, dans les sphères où elle évolue. Mais aujourd'hui, on retrouve beaucoup de nos populations congolaises qui sont appelées déplacées, qui sont en dehors des sphères là où ils devraient être recensés. Ce qui signifie que nous décrions même l'infiltration. Qu'est-ce qui empêche que ceux qui nous ont infiltrés pendant la période de paix
continue à profiter d'infiltrer le Congo pendant la période de guerre. Ce qui ferait que si vous commencez une opération d'identification et d'enrôlement, vous pouvez même identifier et enrôler certaines personnes qui ne devraient pas l'être en temps de paix. Ouais. Donc c'est une question, comme je l'ai dit, une question complexe des élections. Une question à vous comprendre, ça veut dire que l'enrôlement aujourd'hui, ce n'est pas opportun. Oui, en fait, ça pose problème. Ouais. Vous pouvez commencer l'enrôlement dans certains coins comme le Lubumbashi où la population est stable. Mais est-ce que cet enrôlement, vous allez exclure la partie occupée, Uvira, Bukavu, Goma, vous allez les exclure dans votre enrôlement? Ou vous allez attendre qu'à ce qu'on atteigne la guerre prenne fin? C'est un problème. Toutes les personnes qui sont en train de se déplacer des zones occupées vers les zones non occupées comme Lubumbashi, est-ce que vous allez les prendre comme des résidents permanents ou vous allez les prendre comme des résidents passagers? Donc c'est une question vraiment globale, totale, globalisante qui se pose dans notre République démocratique du Congo. Et malheureusement, ça remet en cause la bonne marche de la République. Voilà, et pendant ces temps, on est loin d'en finir avec la situation sécuritaire, la guerre qui sévit dans l'est de la RDC, malgré les différentes initiatives et négociations en cours entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles de l'AFC M23. Rien de concret sur les terrains, ça veut dire qu'on est encore loin de solutions concrètes sur les terrains pouvant justement aider le pays à se sortir de cette crise. Ça veut dire que le retard, il est déjà consommé. Quelles sont vos craintes dans les contextes actuels? Oui, écoute, ma crainte est que nous sommes en face de la recherche de la satisfaction individuelle. Nous ne sommes pas en face de la recherche de la paix pour stabiliser notre pays. Je crois qu'il importe à tout un chacun, à tout un Congolais de fournir un effort, d'avoir un pays qu'on appelle Congo. Il ne faut pas seulement demander au gouvernement, il ne faut pas seulement demander au président de la République de fournir des efforts, de pacifier le pays, mais il faut demander aussi à ceux qui sont qui argumentent la guerre, qui se disent congolais. Mais pour quel objectif? Parce que nous devons, comme nous le chantons dans notre hymne, nous devons tous militer pour un Congo uni, que nous avons l'obligation de léguer un pays uni à la génération future. Et ça, c'est l'obligation de tout un chacun. Donc, la fin de la guerre ne dépend pas seulement du gouvernement. À mon avis, la fin de la guerre dépend de la contribution de tout un Congolais qui doit mettre du sien pour que nous ayons un Congo uni et que nous puissions maintenant aspirer à d'autres facettes telles que les élections, l'organisation des élections. Parce que nous en avons déjà eu les goûts d'une passation pacifique, civilisée du pouvoir. Et pour y arriver encore une fois de plus, nous devons être tous Congolais unis et que tous les Congolais doivent rimer de la même façon, afin que nous puissions montrer à la face du monde que c'est nous les Congolais, nous luttons pour un Congo uni et nous avons besoin des élections pour montrer à la face du monde que nous sommes une nation. Des élections qui ne sont possibles qu'après, à vous entendre, le retour de la paix dans l'est de la RDC, parce que sans retour de la paix, difficile d'organiser l'identification des électeurs. C'est quelque chose de comme ça. Voilà, merci. Nous ne sommes pas loin à cet avis-là. Alain Moutingwa, analyste politique d'être passé. Merci, messieurs les journalistes. Et ce journal se poursuit sur ce ton. 24 avril 2016, 24 avril 2026, ça fait exactement, vous l'avez compté, 10 ans depuis que mourait Papa Wemba, parti en plein concert au festival FEMUA à Abidjan. Shungu Wembadio demeure l'une des figures marquantes de la musique africaine et congolaise en particulier. Qui est-il? Basile Bilali revient sur son parcours mythique. Bravo l'artiste! Cette phrase de la fille de Papa Wemba aux funérailles a su dépeindre l'une des meilleures voix de la musique congolaise. Icône incontestée de la musique africaine, Papa Wemba reste l'une des figures marquantes de la culture congolaise et du rayonnement artistique du continent. De son vrai nom Shungu Wemba Diopé Kinkumba, l'artiste a su bâtir une carrière exceptionnelle, mêlant tradition et modernité, enracinement local et ouverture internationale. Né à Lubefou en 1949 et grandi à Kinshasa, Papa Wemba s'impose très tôt comme une voix singulière dans l'univers musical congolais. Il débute dans le mythique groupe Zaiko Langa avant de tracer sa voie avec Viva la Musica, un orchestre qui deviendra une véritable école pour plusieurs générations d'artistes. Papa Wemba, c'est pas seulement une voix, c'est aussi un style, une identité, ambassadeur de la SAP. SAP, entendez par là Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il incarne ainsi l'élégance, la créativité et une certaine philosophie de vie. Sur scène comme dans la vie, il impose une image forte influençant la mode,
bien au-delà des frontières de la RDC. Sa musique, quant à elle, traverse les époques et les continents. Entre rumba congolaise, soukous et sonorités modernes, Papa Wemba a su conquérir un public international, collaborant avec plusieurs artistes et se produisant sur les plus grandes scènes du monde. Sa voix douce et mélodieuse, souvent empreinte d'émotion, a su raconter l'amour, la société et les réalités africaines avec une profondeur unique. Papa Wemba, c'est aussi cet acteur de l'un des meilleurs films congolais des années 80. La vie est belle a su franchir le cap d'un simple film, mais d'une identité de tout un peuple, de tout un pays. Le 24 avril 2016, lors d'un concert à Abidjan au festival FEMUA de Magic System, Papa Wemba s'effondre sur scène, laissant derrière lui un héritage immense. Sa disparition marque un tournant, mais son œuvre, elle, continue de vivre, portée par ses fans et des artistes qu'il a inspirés. Aujourd'hui encore, Papa Wemba demeure une référence incontournable, un symbole de fierté culturelle et un monument de la musique africaine. Son parcours rappelle au-delà du talent, c'est la passion, l'authenticité et la vision qui forgent les légendes. Papa Wemba, une des meilleures voix de la rumba congolaise. Parlons aux religions. À présent, le cardinal Fridolin Ambongo a salué le premier voyage du souverain pontife Léon XIV en Afrique, qui a été marqué par la promotion de la paix, de la justice sociale et d'espérance pour la jeunesse. À cette occasion, il a appelé les dirigeants africains à créer des conditions de vie dignes pour bâtir un avenir crédible sur les continents. C'est un voyage qui intervient dans un contexte très particulier. D'abord sur le plan spirituel, sur le plan de la foi pour les fidèles. C'est une visite qui confirme, qui rassure les fidèles dans leur foi, dans leur église. Et le sentiment général, c'est la fierté d'être catholique. Et là, je l'ai senti partout où le pape est passé. La joie, la fierté d'être catholique. Mais j'ajouterais aussi d'être catholique africain. Parce que le pape a choisi de commencer sa première visite apostolique en absolu, parce que ce qu'il a fait en Turquie, au Liban, nous considérons que c'était le prolongement du programme du Jubilé. Mais son premier voyage, c'est l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique? Nous pensons que ça signifie que pour le pape Léon XIV, l'Afrique est le continent du futur de l'Église. C'est d'abord sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan socio-politique. La visite du pape est venue prolonger la foi de tous ceux qui souffrent dans ce continent, sur le plan de la mauvaise gouvernance de nos États, sur le plan de la mauvaise distribution de richesses, mais aussi dans certains pays, sur le plan de manque de liberté religieuse pour certains fidèles catholiques. Et le choix de ces 4 pays est très intelligent. Je crois que le pape a très bien étudié l'Algérie avec des fidèles catholiques et qui n'ont pas toujours la liberté de pratiquer leur foi et même pas de proposer à d'autres la valeur de leur foi. Il a visité le Cameroun avec cette particularité. Le Cameroun a besoin de promouvoir ce qu'on appelle le vivre ensemble, harmonieux, en paix, au lieu de continuer à se regarder comme des chiens de faïence. Et le message porté au Cameroun était vraiment... Et c'est par là que se réfère ce jour-là sur la chaîne à Grande Vision. Avant de vous quitter, je vous rappelle ses principaux titres. Prévu au mois de février dernier, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs n'a toujours pas débuté 3 mois après. La CENI dit n'avoir reçu aucun financement de la part du gouvernement. Comment peut-on rattraper ces retards à 2 ans des élections? Faut-il déjà craindre un possible glissement? Alain Moutingwa, analyste politique, était l'invité de ces 19 heures. 24 avril 2016, 24 avril 2026, déjà 10 ans depuis la disparition tragique de Papa Wemba sur scène à Abidjan après 50 longues années de carrière, une véritable icône de la rumba congolaise. Fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe au rendez-vous très prochainement.